né en 1938 à Louisville, dans le Kentucky. Louisville, c'est la frontière entre le sud des États-Unis et le nord des États-Unis. La guerre de sécession s'est arrêtée en 1865. Il est donc le 18 juillet à Louisville, dans le Kentucky. Sa mère, Virginia Davidson, est bibliothécaire. Elle est née en 1908. Et son père, Jack, est né le 4 septembre 1893 à Horse Cave, dans le Kentucky. C'était un vétéran de la Première Guerre et il travaillait pour une compagnie d'assurance. Hunter va perdre son père assez tôt. Il le perd à la veille de ses 14 ans. Sa mère plonge dans l'alcool à ce moment-là. Et dans ces cas-là, généralement, les enfants font des conneries. En 1955, son année de terminale, il est arrêté avant de passer son bac. On est condamné à 60 jours de prison pour vol. Il n'a rien volé, mais il est dans la voiture du voleur. Le voleur fait partie de la haute société de Louisville, donc il n'est pas arrêté, mais comme Hunter est blanc, mais fait partie de la basse société, on l'envoie en prison pendant 60 jours. Le juge lui propose ensuite de s'engager dans l'armée pour réduire sa peine, et ce qui fait qu'il ne passera que 31 jours en prison. Donc il va s'engager dans l'armée de l'air, d'abord au Texas, et puis finalement en Floride. Et là, il commence à travailler pour le journal de la base, et il devient reporter sportif, parce que les bases militaires aux États-Unis ont leurs équipes de foot, etc., etc., et ils vont faire des compétitions avec les autres bases militaires, donc ça lui permet de traverser tout le pays et de faire ça. Mais donc il écrit pour le journal de la base, mais aussi il va vendre l'article au journal local, ce qu'il n'a pas le droit de faire, puisqu'il n'a que droit, comme il est militaire, il n'a droit que d'écrire pour l'armée. Du coup, il va se faire virer de l'armée. Et le colonel en question, le colonel William Evans, demande une décharge honorable en disant, en résumé, ce soldat ne peut être guidé par une quelconque autorité. Parfois même, son attitude à la fois rebelle et supérieure a tendance à froisser les autres membres de la caserne. Donc voilà, donc ça c'est en 1957, donc il a fait 2 ans quand même. Et puis après, il va partir du côté de New York. Il a vu qu'il y avait une annonce qu'on cherchait des pigistes dans un journal de Jersey Shore. Jersey, ça veut dire Shore, ça veut dire les berges. Donc il dit croit qu'il va se retrouver au bord de la mer, mais en fait non, il se retrouve dans les montagnes, dans un bled perdu du New Jersey. Il va se faire virer encore une fois. Il part ensuite à New York, où il se fait engager comme boy au Times, à $51 la semaine. Et là, pour s'entraîner à écrire, il va réécrire les romans, il va retaper les romans de ses auteurs favoris à la machine, en entier. Il dit pour sentir le rythme et la prose de ses auteurs. Donc c'est Gatsby avec Fitzgerald, L'adieu aux armes d'Hemingway. En 1959, le Times le vire encore pour insubordination. Il se retrouve dans un autre bled paumé au nord de New York, où il travaille comme reporter pour le Middletown Daily Record. Une fois de plus, il se fera virer après s'être battu avec la machine à snack et s'être pris la tête avec un vendeur de pizza. Mais le vendeur de pizza, en fait, il achetait des espaces publicitaires dans le journal. Donc ça crée un brise-brise, et voilà, il se retrouve encore viré à coups de pied dans le derrière. De là, il va s'envoler pour Puerto Rico, où il travaillera pour El Sportivo. Le El Sportivo cherchait des journalistes sportifs, mais quand il arrive à Puerto Rico, le journal ferme ses portes. Il décide quand même de rester à Porto Rico, et il va faire des piges pour le San Juan Star, le New York Herald Tribune et quelques autres journaux locaux. Et c'est de cette expérience à Porto Rico, donc on est au début des années 60, où il a même pas encore 22 ans, il a 21 ans, que va naître son premier bouquin, Rome Express. Je vais lire quelques passages. Là, c'est Thompson qui parle. Il dit « Le bonheur ou l'amour font partie des termes que je n'ai jamais vraiment compris. Quand on gagne sa vie avec les mots, on finit par s'en méfier. À commencer par de grands mots, tels que bonheur, amour, honnêteté, confiance. Ils sont bien trop évasifs et relatifs lorsqu'on en vient à les comparer à la précision méchante de taré, minable ou dingue. Avec cela, je me sens en terrain connu. Ils n'ont pas beaucoup d'épaisseur, donc ils sont faciles à maîtriser, mais les grands mots, eux, sont coriaces. Et il faut être un prédicateur ou un fou pour les utiliser sans méfiance. » Alors là, tout de suite, moi je vois tout de suite là, dans ce petit passage,
Hunter qui se dégage de toute vanité littéraire, c'est-à-dire qu'il va plus utiliser des grands mots en disant « moi je connais ce mot, etc., aller dans le dictionnaire pour savoir ce que je dis ». Non, il prêche un langage simple et direct. Je vais continuer dans cette lecture, dans ces extraits sur Rome Express. Il disait « Nous étions entourés, cernés de gens que j'avais passé 10 ans à éviter par tous les moyens. Femmes informes au maillot de bain molletonné, hommes au regard mort, aux jambes blafardes et au rire fat. Tous américains, tous affreusement semblables, une engeance qu'il faudrait l'empêcher de quitter son trou, me suis-je dit, les enfermer dans le sous-sol de quelques villages de vacances du Colorado, les abrutir à coups de films de cul, s'ils veulent un peu de changement, leur projeter une œuvre art et essai étrangère, et s'ils ne sont toujours pas contents, les envoyer dans la montagne et lâcher des chiens enragés à leur trousse. Je les fusillais du regard, tout en me forçant à goûter à l'infâme rata que la serveuse m'avait apporté. Œufs sur le plat visqueux, bacon bavant la graisse et café américain, c'est-à-dire sans couleur, sans odeur et sans goût. Ici, Thompson dresse un portrait sans phare de ses compatriotes, de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il ne veut pas devenir, de tout ce contre quoi il se battra. Cette fadeur colonialiste qui vulgarise tout sur son passage. Et je continue dans ma lecture. 10 années sans domicile fixe finissent par user son homme, par lui donner l'impression qu'il est le juif errant. C'était mon cas. Et voilà pourquoi, après une nuit de trop sur un lit de camp puant, dans un ghetto sordide, où je n'avais aucune raison de me trouver, sinon qu'il était exotique et ne me coûtait pas cher, j'avais décidé d'envoyer au diable cette existence. Si c'était cela la liberté absolue, eh bien j'en avais une indigestion. Dorénavant, je me contenterai de quelque chose de moins authentique peut-être, mais de sacrément plus confortable. Et puis, Hunter se cogne contre le mur, ce mur de la survie et de la liberté, ce mur de l'argent. Il est évident que la survie n'est pas la vie, et que s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de liberté. Et je continue dans ma lecture. Ma première impulsion a été de planter des piquets dans le sol et de revendiquer la propriété des lieux. Une bande de sable plus blanc que le sel, retranchée du monde par un feston de collines escarpées qui faisait face à l'océan. Nous étions à l'extrémité d'une grande baie. L'eau avait cette couleur turquoise, cette transparence que donne un fond de sable immaculé. Je n'avais jamais rien vu de pareil. J'avais envie de me dépouiller de tous mes habits et de ne plus jamais les remettre. Et puis, j'ai entendu la voix de Zimberger, un affreux caquetage qui m'a brutalement ramené à la réalité. Je n'étais pas venu là pour m'extasier devant cet enchantement, mais pour écrire un article qui allait servir à le vendre. Enfin, l'horreur de la corruption, l'horreur de la vie entre paradis et enfer. On sent aussi ici son amour pour les terres vierges, la mère nature, la terre-mère, son amour pour la beauté naturelle des choses. Voilà, il continue, Thompson. J'étais payé 25 $ par jour pour bousiller le seul lieu au monde où j'avais éprouvé une certaine paix intérieure en l'espace de 10 ans. Payé à marcher sur mes propres plates-bandes, comme on dit. Je suis resté à ma place un long moment, à réfléchir et réfléchir encore. En tête de mes pensées, il y avait l'impression tenace que mes instincts, aussi bizarres qu'incontrôlables, risquaient fort de me faire plonger avant que j'aie ne serait-ce que l'occasion de devenir riche. Je pouvais bien désirer terriblement toutes ces choses auxquelles seul l'argent me permettait d'accéder. Il y avait en moi un courant diabolique qui me poussait dans le sens opposé, vers l'anarchie, la pauvreté, les folies, l'illusion exaspérante de pouvoir vivre bien sans avoir à se vendre comme un Judas. Pour moi, tout est dit ici. En 60, Hunter a 22 ans, et en ces quelques lignes, toutes simples, il en dit plus que tout le mouvement existentialiste de Nietzsche jusqu'à Sartre. C'est ça aussi pour moi qui me donne envie de vous parler d'Hunter ce soir. Donc en 61, il quitte Porto Rico et il part sur San Francisco. Est-ce que je peux lire un mot là ? Parce que moi j'ai commencé par ce livre-là. Et c'est très difficile de savoir si on est dans le récit d'un journaliste qui raconte ce qu'il a vécu ou quand est-ce qu'on part dans la fiction. Le passage de l'un à l'autre est extrêmement difficile. Après on s'y fait, on comprend, et ça va être un peu la même chose dans les autres romans. Mais il y a un glissement du reportage à la fiction, qui est
très intéressant. Donc, oui, c'est ce qu'on appellera plus tard le style de Thompson, comme ça, qui passe sans arrêt. D'abord, il est journaliste. Alors, pourquoi il est journaliste? Pourquoi il n'est pas écrivain? Il est journaliste parce qu'il a besoin de bouffer. C'est ça l'histoire. Donc, c'est la première chose. Mais son travail sur l'écriture, il se met toujours en scène dans l'écriture. Et pour faire passer des fois la vérité, on a besoin d'exagérer. Il y a une exagération qui va se passer chez Thompson, et c'est cette exagération qui donne le sens de la fiction. Donc en 61, il entend qu'il se passe des choses du côté de San Francisco, donc il part à San Francisco, et puis il descend à Big Sur qui est le pays de Henry Miller et Dennis Murphy. Là, il va être gardien des sources chaudes qui s'appellent les Slate Hot Springs, qui vont devenir après l'Institut Esaline. Et là, il va publier, donc c'est vraiment, en fait, à Big Sur qu'il va commencer à écrire Rome Express, donc ces histoires de Porto Rico. Il publie un premier article pour Rock qui décrit cette vie à Big Sur, et puis un deuxième article qui sera là, pour le coup, une première nouvelle de fiction et qui s'appelle Enterrement en mer, et qui est également publié chez Rogue. Et puis en 62, il part en Amérique du Sud. Alors si vous avez le bouquin des photos d'Hunter qui circulent, vous verrez qu'il a pris aussi pas mal de photos par là. D'abord au Brésil, où il travaillera quelques mois pour le seul journal de langue anglaise qui est le Brazil Herald. Et puis son amie Sandra, avec qui il était déjà à Big Sur, va le rejoindre. Puis quand ils vont revenir d'Amérique du Sud, ils vont se marier. Et ils partent à Aspen. Et puis au mois de février, ils reviennent dans la baie de San Francisco. Et là, leur fils, Juan Fitzgerald, naît le 23 mars 1964. Et c'est cet été-là, donc en 62, que Hunter commence à toucher aux drogues. Il commence par la dexédrine. C'est des amphétamines, donc c'est un excitant du système nerveux et musculaire, qui est utilisé souvent dans les cas d'ADHD, les enfants qui sont comme ça, mais c'est aussi utilisé par les athlètes. Et ça a aussi des effets euphorisants et aphrodisiaques. Hunter, à cette époque, parle aussi beaucoup de son utilisation de la mescaline, mais il s'en plaint de la mescaline. Parce qu'avec la mescaline, son flot d'imagination va trop vite. Il n'arrive pas à taper assez vite à la machine pour suivre le flot de son imagination. Et là, on va revenir un peu dans le contexte des années 60. Donc en 63, le 12 juin, Medgar Evers est assassiné. Medgar Evers, c'est un des premiers leaders du mouvement noir américain, et notamment, il était le principal enquêteur dans la mort atroce d'Emmett Till, qui avait lieu à ce moment-là. Et puis le 22 novembre 1963, c'est l'assassinat de Kennedy, à Dallas. Hunter continue à travailler pour le National Observer. En 64, il part à Ketchum, dans l'Idaho, pour enquêter sur le suicide d'Hemingway. Il ramènera les bois d'un cerf qui était sur le chalet d'Hemingway à Ketchum, et il écrira « La fonction de l'art est supposée ramener l'ordre dans le chaos ». Il couvre aussi les événements politiques à ce moment-là, notamment la convention républicaine au Chaos Palace de San Francisco. En 65, le 21 février, Malcolm X est assassiné, et à ce moment-là, Hunter, lui, coupe les liens avec le National Observer parce que son éditeur a refusé qu'il fasse la revue du premier bouquin de Tom Wolfe. Alors Tom Wolfe, si vous ne connaissez pas, c'est un des parrains du nouveau journalisme américain. Et le premier bouquin s'appelait « Le flocon de mandarine à la couleur de bonbon », The Candy Color Tangerine Flake et Streamline Baby. Tom Wolfe a notamment écrit Le bûcher des vanités, dont Brian De Palma a fait un film en 90. On est donc en 65, en plein boom de la culture hippie sur San Francisco et Los Angeles. Et Thompson va écrire pour un journal hippie underground qui s'appelle le Spider. Mais Thompson n'aime pas tellement les hippies. Il leur reproche leur manque d'engagement politique et leur totale absence d'aspiration artistique que la Beat Generation, donc la génération de Kerouac, etc., dont Henry Miller était le parrain, donc Henry Miller c'est encore avant ça, dit qu'ils auraient dû s'inspirer de la Beat Generation un peu plus et considère les hippies comme une bande de mômes qui courent après la drogue. Puis là-dessus, Carey McWilliams, l'éditeur en chef de The Nation. The Nation est un bimensuel américain qui a vu le jour à la fin de la guerre de sécession. Et donc, Carey lui demande d'écrire un article sur un groupe de motards hors la loi qui sévit dans la région
et qui n'est autre que les Hells Angels. L'article sur les Hells Angels paraît le 17 mai 1965. L'article est un succès, suite de quoi Hunter reçoit un paquet d'offres pour écrire un livre. Il est très content. Il va passer le reste de l'année avec ses copains motards pour écrire ce livre. Alors encore une fois, ce qui est bizarre avec Thompson, c'est justement que ces livres ne sont pas des romans, ce n'est pas de la fiction, mais c'est tellement extraordinaire que les gens croient que c'est de la fiction. Il y a quelque chose de géographique qu'on pourrait peut-être ajouter, c'est que, enfin moi ce que j'ai compris, pour ceux qui connaissent un petit peu la Californie, c'est que le mouvement hippie, c'est Berkeley, le mouvement Hells Angels, c'est Oakland. Donc il y a un glissement. Oui, le siège des Hells Angels est à Oakland parce qu'à Oakland, il y a toutes les fonderies. Et la plupart travaillent dans les fonderies. Les Hells Angels ont en fait été créés. Oui, le port d'Oakland et tout ça. Les Hells Angels, en fait, ont été créés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale rentrent, qu'ils en ont ras-le-bol de tout. Il y en a qui montent sur des motos et qui foncent comme ça. Il y en a qui partent à Hawaï et qui deviennent des surfeurs et qui n'ont plus envie d'avoir rien à voir avec cette société et qui bouffent les fruits des arbres et qui veulent autre chose déjà. Donc les Hells Angels, en fait, ils ne naissent pas dans les années 60, mais plutôt dans les années 45, fin 40, début 50. Évidemment, il va rencontrer le président, parce que dans les clubs de moto, il y a un président. Le président s'appelle Sonny Ralph, de son surnom Barger. Sonny aime bien Hunter, donc il donne le feu vert. Il dit « Hunter est cool, allons-y les gars, on peut traîner avec lui, ça va. » Mais il faut quand même qu'il fasse gaffe, Hunter, parce que les Hells Angels, c'est pas des tendres, puis c'est un gang. Donc ça veut dire que s'il dérape, c'est tout le gang qui va lui tomber dessus. Et le premier problème avec Hunter et les Hells Angels, c'est que les Hells Angels, bien qu'ils se considèrent comme hors-la-loi, ils sont extrêmement nationalistes. Donc il est hors de question de rouler sur une moto qui n'est pas américaine. La première moto américaine, ça a été la Indian. Mais la Indian, ce qui s'est passé, c'est que pendant les guerres, Indian a concentré sa production sur les motos pour l'armée, et donc pas pour le public. Et Harley Davidson est entré à ce moment-là et a pris le marché du public. Donc à ce moment-là, dans les années 60, il n'y a plus d'Indian, il n'y a que des Harley. Mais les Harley, c'est des grosses motos, ça avance pas, c'est lourd. D'ailleurs, on appelle ça un hog, ce qui veut dire en anglais un porc. Mais c'est aussi hog, c'est aussi l'acronyme pour Harley Owners Group. Ça veut dire que c'est les propriétaires des Harley. Mais Hunter, il ne veut pas monter sur une saloperie pareille, parce que c'est trop lourd, ça n'avance pas. Alors ce qu'ont fait les Hells Angels, c'est qu'ils coupent les motos. Ils enlèvent tout ce qui est, et ils les ressouent d'eux-mêmes. Mais alors à partir de ce moment-là, les motos sont plus légères, elles vont plus vite, mais elles deviennent super dangereuses. Donc ils ont même proposé une moto à Hunter, ils essaient de lui trouver une moto qui va lui convenir, mais lui dit non, je veux pas de cette merde. Et il prend une BSA, donc une moto anglaise, une BSA 650. Donc ça c'est le premier problème de Hunter avec les Hells Angels. Le deuxième problème, c'est que Hunter ne sait pas voyager léger. Et ça c'est un truc en moto. Donc, souvent, il part en tournée avec son fils, qui n'a même pas 2 ans, sa femme, et il suit les virées des Hells Angels comme ça en moto. En fait, quand il coupe les motos, je ne sais pas si vous connaissez le terme de chopper, les choppers. Chopper, ça veut dire couper en anglais. Donc, c'est parce que les Hells Angels coupaient leurs motos pour les alléger que c'est devenu les choppers. Par exemple, dans Easy Rider, avec Peter Fonda, ce sont les choppers. À la fin, il y a une histoire aussi où Hunter se fait casser la gueule par les Hells Angels. Alors ça n'a rien à voir avec le bouquin de Hells Angels. L'histoire qui se fait casser la gueule par les Hells Angels, c'est parce que Hunter aimait beaucoup les chiens. Et à Big Sur déjà, il avait un Doberman, et à un moment, il voit un Angels tabasser son chien, mettre des coups de pompe à son chien. Et il s'interpose. Et c'est à ce moment-là qu'il se fait casser la gueule par les Angels. Genre, ne te mêle pas de ces histoires, c'est nous que ça regarde. Si on a envie de taper nos chiens, et lui, non. Il s'interpose pour protéger un chien, et c'est pour ça qu'il se fait casser la gueule par les Hells Angels. C'est pas à cause du livre, parce que quand le livre est sorti, il y a une émission promotion du livre sur CBS, et ils avaient invité un Hells Angels qui arrive en moto sur le plateau, et qui commence à gueuler à Hunter, ton bouquin c'est de la merde, tu racontes que des conneries, etc., etc. Et comment dire, Hunter ne se démonte pas, il dit où je raconte des conneries. Et en fait, on se rend compte dans la conversation qu'en fait, la rancune des Hells Angels, c'était parce que Hunter avait promis 2 énormes barils de bière aux Hells Angels. Et vu qu'il s'était fait casser la gueule, il ne se sentait plus obligé de leur apporter les 2 barils de bière.
Donc en fait, la grosse engueulade, etc., ça n'avait rien à voir avec le livre en question. Le livre en question, il n'a pas tellement plu aux Hells Angels, parce que Hunter, on va le voir quand je vais passer dans la lecture, Hunter écrit sans concession. Ceci dit, Sonny Barger, le président du club des Hells Angels, a écrit 8 bouquins depuis. Donc, peut-être que le bouquin d'Hunter, c'est le premier bouquin qui a été écrit des Hells Angels. Donc, ça a certainement inspiré Sonny à se dire, s'il prend toute cette thune avec ce bouquin, moi je vais écrire des bouquins aussi. Donc Sonny a écrit 8 bouquins sur les Hells Angels. Mais on va rentrer un petit peu là-dedans dans l'histoire pour voir le style d'Hunter. Donc ça c'est page 28, page 29. Le lendemain matin, Terry Clodo fut arrêté avec 3 autres Angels pour viol et violence, délit passible d'1 à 50 ans de pénitencier. Comme Mémé Miles, Marvin la Torpille et le Parano, il nia la chose, ce qui ne les empêcha pas de se retrouver quelques heures plus tard à la prison de Salinas, leur caution étant fixée à $1000. Au cœur du pays chanté par Steinbeck, la vallée chaude où l'oseille se ramasse à la pelle, dominée par les héritiers de bouseux descendus des Appalachies, du temps où l'on pouvait encore faire fortune, et qui aujourd'hui paient des bouseux moins futés qu'eux pour faire suer le poncho et superviser le boulot des braceros mexicains. Les braceros mexicains sont les travailleurs mexicains à qui on donne un visa, un droit de travail, juste pour le temps des récoltes. Et après, on les renvoie au Mexique. Dont l'attitude naturelle au repiquage des salades a été démontrée par l'omniscient sénateur Murphy, persuadé que, rablés comme ils ont moins à se pencher pour repiquer. Ben voyons. Et comme le sénateur Murphy a traité les Hells Angels de brutes dégénérés, on peut en déduire qu'ils sont mieux constitués pour violer indifféremment toutes les pauvres filles prostrées qu'ils trouvent sur leur route errante, allant d'un coin à l'autre, la queue frémissante comme une baguette de sourcier. Alors, contre quoi s'oppose cette génération? On parle de contre-culture, mais qu'est-ce que c'est? Si on regarde dans les classiques, que ce soit Mozart, Molière, etc., le but de tout artiste ou de tout artisan était d'arriver à la cour, de jouer devant le roi, ou enfin d'obtenir la reconnaissance de ceux qui sont en place. La contre-culture, elle s'attaque au pouvoir en place, comme le montre ici clairement Hunter, avec humour, en s'attaquant au sénateur Murphy. On continue à la page 78-79. Après une nuit blanche, Terry était beurré et défoncé comme une bête. Ce matin-là, il faisait un sale temps, et en venant chez moi, il s'était arrêté dans une friperie de l'Armée du Salut pour s'acheter contre 39 cents un manteau de fourrure mité que Marlène aurait pu porter dans les années 20. L'ourlet déchiré lui battait les genoux, et les manches sortaient des emmanchures de son blouson d'Angel, comme des bras de Yeti. Emmitouflé là-dedans, il avait tout de l'abominable homme des neiges, primate sauvage, colossal, botté et barbu, affublé de besicles d'aveugles. En l'expédiant à la porte, je croyais avoir trouvé la solution finale au problème de loyer. Il partit répondre, son pas ébranlant tout le couloir. Tandis que nous décapsulions de nouvelles canettes en nous attendant à des cris terrifiés et des échos de fuite précipités. Mais nous n'avons perçu que de vagues marmonnements. Et quelques secondes après, Terry est revenu écœuré. Bordel, ils ont même pas bronché. Pour eux, je suis qu'un Américain comme les autres. Les 2 petites vieilles m'ont servi leur sourire oriental, et le petit mec était si poli que tout ce que j'ai trouvé à dire, c'est que t'étais absent et qu'ils savaient pas quand t'allais rentrer. Et ils ont dit qu'ils allaient t'attendre. Il n'était pas de retour dans la pièce depuis 30 secondes que, entendant du remue-ménage dans la rue, il s'est précipité dehors. C'était encore les flics, encore à cause des bécanes. Là-dessus s'engagea une discussion qui attira 2 douzaines de curieux, mais ne suscita aucun intérêt chez les Chinois. Venu causer finance, il n'allait pas se laisser distraire par une stupide altercation entre des flics américains et un Yéti venu en droite ligne de Mongolie. C'est ça que j'ai appelé les pages de vie croustillantes. Et encore une fois, ce qui est assez... Moi, ce que j'aime, c'est l'humour d'Hunter. Alors, je ne sais pas si tout le monde est sensible à ce genre d'humour, mais en tout cas, moi, j'y suis sensible. Et puis, en page 160-61, on va continuer. De plus en plus fréquemment, alors là, on rentre dans le contexte, justement, de la contre-culture. De plus en plus fréquemment, la police se trouve confrontée à des masses de population qui, sans être proprement criminelles, se révèlent aussi dangereuses qu'un malfaiteur armé. Pour preuve, les émeutes du ghetto de Watts en 65,
Flagrant témoignage d'un rééquilibre des forces, toute la communauté du ghetto s'est retournée contre la police avec tant de violence qu'il a fallu faire appel à la garde nationale. Or, il n'y avait pas à proprement parler de criminels parmi les émeutiers jusqu'au moment où se déclenchèrent les émeutes. Après tout, l'Amérique aura peut-être produit une nouvelle espèce, des mutants menaçant la police et les structures traditionnelles sans même violer la loi, mais simplement en la méprisant, en se défiant de la police, en nourrissant une rancœur, risquant d'exploser sans préavis à la moindre provocation. Là, on voit donc l'esprit d'analyse de Thompson, un homme de son temps, qui met en lumière les rapports de force qui existent entre la société et le pouvoir. Page 359-360. En un sens, les Hells Angels sont les fossoyeurs du vieil individualisme traditionnel qui a fait la grandeur de l'Amérique. Pas des romantiques attardés, hélas, mais les premiers mutants, précurseurs d'un avenir que rien nous a préparé à affronter. En fait, les Angels sont de véritables prototypes. Outre qu'elle en fait des inutiles dans une économie hautement technicisée, leur ignorance crasse leur laisse le loisir de cultiver une terrible rancœur, se traduisant dans un culte totalement destructeur où les masses médias ne voient qu'un phénomène isolé et temporaire, une aberration aisément jugulable dès l'instant où la police en prendra conscience. Alors, quand je disais tout à l'heure que Hunter est un écrivain sans concession, je crois que là on voit la façon dont il parle des Hells Angels, il leur passe pas la pommade, comme on peut dire. C'est aussi la preuve, je crois, d'un écrivain courageux, parce qu'il ne faut pas oublier que les Hells Angels, c'est une organisation mondiale. Ils sont partout, ils sont en Amérique du Nord, ils sont en Amérique du Sud, ils sont en Océanie, ils sont en Asie, ils sont en Europe. Donc, en fait, il y a plus de 500 clubs dans le monde. Il y en a peut-être plus que ça encore. Dans un club, il y a peut-être une centaine de gars. Donc, il faut quand même y aller pour dire ces choses-là sur ces gens-là. Donc, moi, j'admire aussi ce courage-là de Hunter dans son écriture. Puis 361, 362. Difficile de rigoler quand on a les dents si pourries qu'elles vous font perpétuellement un mal de chien et que pas un dentiste ne veut y toucher sans être payé d'avance. Alors dans ces conditions, mieux vaut se persuader que la douleur est la rançon de la gloire d'être un angel, ce troublant paradoxe est le fondement de la foi rebelle. Après avoir bousillé toutes ses chances, un homme ne peut plus s'offrir le luxe de changer de vie. Il doit se satisfaire de ce qui lui reste sans pouvoir s'avouer, même si tout le lui rappelle constamment, que chaque jour de sa vie l'accule à une impasse. Donc là, c'est la tragédie revient à la charge. Le mur inévitable, la conscience pragmatique du monde, la limite de la vie, le cantonnement au quotidien, la banalité de la douleur de vivre qui mène sans nul doute à la recherche de paradis artificiels. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas accès à la médecine traditionnelle ou à la médecine classique, vous êtes bien forcé de recourir à l'alcool ou à la drogue pour calmer vos douleurs. Donc je vais te laisser lire ton passage. Des mois après, alors je ne voyais plus tellement les Angels, j'avais toujours mon énorme machine, 400 kg de chevaux rondants et chromés, que je n'osais enfourcher que sur l'autoroute côtière. Je passe un petit peu. Donc, c'est à la nuit tombée, comme un loup-garou, que je sortais la bête pour m'offrir une balade sur la côte. Je faisais un tour dans le parc de la Golden Gate, projetant modestement de m'aérer les poumons et les méninges sur quelques kilomètres. Mais quelques minutes après, je me retrouvais sur la plage, avec dans les oreilles le bruit du moteur et du ressac cognant la digue, et sous les yeux, une superbe piste déserte s'étirant sur 80 km jusqu'à Santa Cruz, sans même une station-service, sans rien qu'un routier à hauteur de Rockaway Beach. Ces nuits-là, plus question de casque, de limitation de vitesse, de prudence dans les virages. Ma balade dans le parc me montait à la tête, comme le premier malheureux vert inaugurant une longue série pour l'alcoolo faiblard.
En sortant du parc, je m'attardais au socle du terrain de foot, me demandant si je connaissais personne garé devant dans la nuit. Et puis, embrayage en première, oubliant les bagnoles, laissant la bête cracher la vapeur, 50, 60 à l'heure. Puis en seconde, ralentissant au feu de Lincoln Park, de crainte qu'un autre loup-garou solitaire ne me coupe la route, mais ils sont rares. Et sur une autoroute à 3 voies, une bécane peut éviter pas mal de choses, même dans un virage. Et puis en troisième, compteur accusant déjà 130, vent me hurlant dans les oreilles, m'enfonçant les yeux dans les orbites sous une pression monstrueuse. Ventre collé à ma bête, agrippé au poignet, sentant ma bécane sauter et vibrer dans le vent. Voyant les feux arrière se rapprocher, et zoom, les évitant, avant d'aborder, déhanché, au max le virage du zoo où la route bifurque vers la mer. Les dunes sont basses là-bas, et les jours de grand vent, le sable mord sur l'autoroute, en plaques épaisses, aussi mortelles qu'une nappe d'huile. Perte de contrôle instantanée, dérapage, tonneau, catastrophe garantie, peut-être suivi le lendemain d'un entrefilet de 2 lignes. Un motard non identifié a trouvé la mort la nuit dernière en loupant un virage sur l'autoroute numéro 1. Évidemment. Mais pas de sable ce coup-ci, alors possible de pousser en 4e, pour ne plus entendre que le vent, à fond la caisse, en redressant tant bien que mal le feu avant. L'aiguille monte à 160, et les globes oculaires brûlés se polarisent sur la ligne médiane pour préserver une marge réflexe. Mais à fond la caisse ne subsiste qu'une marge étroite, pas de garde possible. Et c'est là que commence l'étrange musique, quand on pousse le risque si loin que la peur devient hilarante et vous fait vibrer les bras. Impossible de voir à plus de 150 mètres. Les larmes glissent si vite qu'elles se vaporisent avant d'arriver aux oreilles. Seul résonne le vent et le rugissement monotone des peaux. Il faut viser la ligne médiane et la suivre. Virage à droite, virage à gauche, dévaler la côte jusqu'à Pacifica. Ralentir, faire gaffe aux flics, mais juste quelques secondes. Et passer le carrefour, se retrouver face à la piste noire, face à la limite. La limite. Impossible d'expliquer où elle passe, car les seuls à le savoir sont seuls l'ayant passé. C'est ça qui est très important. Les seuls à savoir où est la limite sont ceux qui l'ont passé. Les autres, les vivants, courent tous les risques possibles, puis rétrogradent, ralentissent, ou freinent, ou font ce qui les regarde, quand ils ont à choisir entre maintenant et plus tard. Mais la limite est toujours là-bas, ou peut-être intérieure. Ce n'est pas pour la pub qu'on a associé la bécane et le LSD, deux moyens d'arriver à une fin, de toucher du doigt quelque chose. Et alors là, on va passer en 66, c'est la création des Black Panthers, du parti des Black Panthers à Auckland. En 66, on est donc un an après la publication de Hells Angels, et Hells Angels s'est vendu à 500 000 exemplaires. Donc c'est un joli succès pour Hunter. Il retourne s'installer avec sa petite famille à Aspen dans le Colorado. En 67, on a la naissance des Brown Berets. Les Brown Berets, c'était la force musclée du mouvement de libération des Chicanos dans Los Angeles. La couleur brune est associée aux latinos, c'est-à-dire à l'Amérique du Sud, les immigrants d'Amérique du Sud. On va y revenir parce que c'est pas clair encore. En 68, on a la création de l'American Indian Movement à Minneapolis avec Dennis Banks et Clyde Belcourt. En 68, on a aussi la création de l'Asian American Movement, le mouvement de libération des Asiatiques en Amérique, avec Frank Chin. Maintenant, dans cette culture de contre-culture, on a 4 mouvements d'ampleur nationale, le Black Power, le Brown Power, le Yellow Power et le Red Power, qui demandent un changement immédiat et radical dans les relations interraciales aux États-Unis. La réponse du gouvernement ne se fait pas attendre. Le 4 avril, Martin Luther King est assassiné. Pendant ce temps-là, Hunter, lui, court la campagne de Richard Nixon. Il parcourt en bus, en train, en avion tous les États-Unis pendant des mois pour voir comment le futur président américain s'y prend pour séduire ses électeurs. Là, c'est la même année, il va acheter un terrain de 70 hectares pas loin d'Aspen, à George Stranahan, à Woody Creek, qui est au nord-ouest d'Aspen. George Stranahan est un physicien, mais aussi un entrepreneur. Il était l'héritier des bougies pour voitures, les bougies champions. Et puis au mois d'août, Hunter part à Chicago, cette fois pour couvrir la convention des démocrates.
Et là, il va se faire tabasser par la police parce qu'il traverse une manifestation contre la guerre du Vietnam. Ça va être un événement assez marquant pour lui. Il y voit l'écrasement de toute forme d'idéologie par la brutalité de l'ordre en place, qui sera couronné par l'entrée à la Maison-Blanche de Richard Nixon. En 1969 commence l'occupation d'Alcatraz par les Indiens. La prison a été fermée en 1963. Dans le traité de Laramie de 1868, qui a été un traité entre l'armée fédérale gouvernementale et les Indiens Lakota, il est dit que toute terre qui ne sera pas utilisée par le gouvernement fédéral doit être retournée aux Indiens, doit revenir aux Indiens. S'ils ne s'en servent pas, toute terre doit être revenue aux Indiens. Et donc, dans la baie de San Francisco, avec tous ces mouvements qui montent à droite à gauche, les Indiens en profitent. Et ils partent en pirogue pour prendre la ville d'Alcatraz. Et ils vont avoir le plus grand siège qui a tenu, parce que ça durera jusqu'en 71. Et donc, dans tous ces mouvements politiques, humains, de libération, etc., Thompson, qui a fait de la politique avec Nixon, etc., il voit toute une partie de la population qui ne se retrouve pas dans la gauche ou la droite. D'ailleurs, on a un slogan à l'époque qui dit la gauche et la droite sont les deux ailes du même oiseau. Donc il va s'intéresser à ceux qui ne se retrouvent pas là-dedans, à ceux qui rêvent encore, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Il va créer un mouvement qui s'appelle le Freak Power. Donc, freak, on peut traduire ça par monstre. Ils vont essayer de reprendre Aspen. Et ce qui se passe à Aspen aussi, c'est que Aspen était une espèce de paradis, une espèce de sanctuaire, et puis ça devient une grande station de ski, et puis il y a les super riches qui arrivent, et puis il y a les compagnies minières qui arrivent, et donc il veut essayer de s'opposer à ça, de conserver cette espèce de sanctuaire, et donc il va aider d'abord à trouver un nouveau maire pour Aspen, puis lui-même va se présenter aux élections de shérif d'Aspen en 1970, et ça va rater à quelques voix. Il va presque devenir le shérif d'Aspen. Donc quand vous regardez sa gueule sur les bouquins que j'ai fait passer, il a presque réussi à faire d'Aspen une espèce de sanctuaire de liberté comme ça et d'espoir. En 70, il commence sa relation avec le magazine Rolling Stone. Et Yann Wenner, qui est le rédacteur en chef, il va écrire Le Derby de Kentucky est décadent et dépravé. Ça sera sa première nouvelle avec l'illustrateur Ralph Steadman, qui est anglais, et qui va passer le reste qui va devenir le bon copain d'Hunter, qui illustrera ses bouquins jusqu'à la fin de sa vie, en fait. En 71, on a la publication de Las Vegas Parano. Donc le titre original de Las Vegas Parano, c'est Fear and Loathing in Las Vegas. Fear and Loathing, ce qui se traduit par peur et dégoût à Las Vegas. La peur et le dégoût vont être un thème récurrent chez Thompson. Il va y avoir beaucoup d'articles qui s'appelleront comme ça Peur et dégoût. Je crois qu'il y a un bouquin même qui circule qui s'appelle Peur et dégoût à Rolling Stone, et ça sera tous les articles qu'il a écrits pour Rolling Stone. Las Vegas Parano, c'est le livre préféré d'Hunter. Donc c'est pour ça qu'au départ j'ai axé ça là-dessus. Mais avant de partir pour Las Vegas, Hunter travaillait sur un article concernant la mort accidentelle de Ruben Salazar, soi-disant assassiné par la police de Los Angeles. Ruben Salazar était un journaliste de télévision chicano pour la télévision KMEX. Salazar était un ami d'Oscar Zeta Acosta. Oscar Zeta Acosta était un avocat, dramaturge, activiste, avec une soif sans pareil pour toute drogue quelle qu'elle soit, et surtout celles qui étaient psychédéliques. Acosta dit « Les flics ne perdent jamais, me dit Acosta. Ils viennent d'assassiner le seul mec qui pouvait leur faire peur dans la communauté. Et je peux t'assurer qu'aucun flic ne sera jugé pour ce crime. » C'est dans ces termes qu'Acosta a invité Thompson à venir mener l'enquête pour l'article de Rolling Stone qui s'appellera « Drôle de remue-ménage en Aztlan ». En Aztlan, A-Z-T-L-A-N. Strange Rumblings in Aztlan. Alors qu'est-ce que c'est l'Aztlan ? L'Aztlan, en fait, ce sont les terres ancestrales des Aztèques. Les terres ancestrales des Aztèques, ça couvrait la Californie, l'Arizona, le Nevada, le Nouveau-Mexique et même parfois le Colorado. Donc Hunter part
du Colorado sur Los Angeles pour enquêter sur la mort de ce journaliste. Alors au début, Hunter ne veut pas vraiment croire que ce journaliste a été assassiné par la police. C'est pas parce qu'il ne croit pas que la police soit capable d'assassiner des gens. En fait, il vient de Louisville dans le Kentucky où le Ku Klux Klan a officié depuis longtemps avec, si ce n'est les encouragements de la police ou parfois même les chefs de la police qui sont les grands vizirs du Ku Klux Klan. Donc il sait très bien que la police est capable de tuer des innocents. Mais il refuse de le croire parce que là il s'agit d'un journaliste qui est quand même connu, c'est un journaliste de télévision. Et s'ils sont capables de tuer un journaliste connu de la télévision, ils seraient capables aussi de le tuer lui. Donc à 32 ans, Hunter ne veut pas vraiment y croire. Donc il part pour mener l'enquête. Et donc il pèse les pour et le contre, mais plus il avance, plus il y a de pour et moins il y a de contre. Il dira même que le shérif de Los Angeles était un très mauvais menteur. Mais quand il arrive à Los Angeles, il se retrouve dans une zone de guerre. Les Chicanos ont déjà fait sauter le mur de l'office du procureur général. Et là, quand il arrive, ils ont fait sauter une bombe dans la mairie de Los Angeles. Quand Hunter appelle la police pour avoir des détails ou des renseignements, il se fait envoyer sur les roses. Et dans le ghetto mexicain de Los Angeles, qui est donc East LA, l'est de Los Angeles, il n'est pas vraiment bien accueilli. Les gens sont un peu hostiles. Ah ben, il est blanc. Puis son copain Acosta, oui, c'est un avocat, il fait partie de la communauté, etc. Mais Acosta, il n'habite pas East LA. Acosta, il habite à Malibu, il habite au bord de l'océan. Il ne fait pas vraiment partie de la communauté. Et puis avec ses grands discours sous LSD, etc., ça commence, c'est le Front de libération des Chicanos. C'est des gens qui vivent l'harcèlement de la police de façon quotidienne, etc. Chose qui ne se passe pas à Malibu. Donc Acosta n'est plus tellement vraiment en phase avec ce qui se passe dans le milieu des Chicanos qui souffrent. Ce sont des gens qui souffrent. Ils ne posent pas des bombes pour s'amuser. Donc à ce moment-là, Sport Illustrated, le magazine de sport américain, demande à Hunter d'aller couvrir une course de motocross à quelques kilomètres de Vegas, et il emmène Acosta avec lui pour lui servir de garde du corps. Et il décrit dans Las Vegas Parano, il va décrire Acosta comme un Samoan de plus de 150 kilos. Et alors, au moment de la publication de Las Vegas Parano, Acosta n'est pas du tout d'accord, parce que c'est pas sur les 150 kilos qu'il n'est pas d'accord, c'est sur le fait qu'il est de Samoan, parce qu'il est fier de sa nationalité mexicaine, Acosta. Et alors, il fait des oppositions pour la publication du livre. C'est un bâton dans les roues. Et alors, évidemment, au moment de la publication du livre, il y a tout un tas d'avocats qui sont là pour juger de qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Il va y avoir des procès pour ceci, il va y avoir des procès pour cela. En fait, il faut savoir les procès qui vont faire de la bonne publicité, les procès qui vont faire de la mauvaise publicité. Et en fait, les avocats finissent par réussir à négocier avec Acosta. Et Acosta, ce qu'il veut, il veut sa photo avec Thompson sur la page de la couverture de fin du livre. Donc, sur l'édition originale, on a la photo de Thompson et Acosta à Las Vegas. Et ça, c'était la condition d'Acosta pour que le livre soit publié. Thompson, il l'a déguisé en Samoan, pas pour en faire un personnage ou pour quoi que ce soit, il l'a déguisé en Samoan pour le protéger, vu que c'était quand même un avocat important. Et avec ce qui va se passer à Las Vegas, il fallait quand même penser à le protéger. Il faut penser qu'à l'époque, quand on arrivait de Los Angeles à Las Vegas, il y avait un énorme panneau qui disait « 1 juin égale 10 ans de prison ». Le titre complet de Las Vegas Parano, c'est « Fear and Loathing in Las Vegas, a savage journey to the art of the American dream ». Un voyage sauvage au cœur du rêve américain. Une grande partie de l'œuvre de Thompson est consacrée à savoir qu'est-ce que c'est que ce rêve américain. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est une chimère? Comment on peut parler de rêve américain dans un pays
qui s'est construit sur le plus grand génocide de l'humanité. C'est plus de 80% des populations locales qui ont été massacrées de façon atroce. Et puis ensuite l'esclavage qui a duré 400 ans. Est-ce qu'un rêve américain est basé sur un cauchemar pareil? Et puis comment on peut vivre sans rêver? Alors, dans ces deux premiers livres, que ce soit Rome Express ou à Porto Rico, on voit déjà ça. On voit déjà ça quand il écrit cet article où il veut jeter tous ses vêtements sans jamais les remettre. Et puis tout d'un coup, il se rend compte qu'il est là, en fait, pour transformer cet Éden, où c'est la première fois qu'il trouve la paix en disant, et avec son article, il va en faire, grosso modo, un enfer touristique. Donc il a déjà eu cette désillusion-là. Avec les Hells Angels, les Hells Angels, c'est un peu cette horde de chevaux sauvages, comme ça, sans foi ni loi, qui roule pour avoir ce sentiment de liberté. Puis là, on a vu aussi que finalement, c'était un peu pathétique à la fin, parce que quand on a mal aux dents, voilà, on est bloqué, quoi. Le rebelle il se bloque. Donc il y a eu ces deux désillusions-là. Et la troisième désillusion avec, on va se battre en politique, on va gagner à Aspen, on va commencer là, et puis non, ça se fait pas. C'est encore un fiasco à quelques mois près, mais ça passe pas. Où est passée la liberté? Où est passé le courage? Où est passé le rêve? Et où est la justice dans tout ça? C'est bien contre l'injustice que les gens se soulèvent. La contre-culture, c'est aussi cela. Contre la culture raciste, contre l'impérialisme, contre les privilèges, contre l'ordre établi par la force et la violence. Puisque c'est ça l'Amérique. C'est un ordre établi par la force et la violence. Il ne faut pas oublier que le motto de la société américaine, c'est « Home of the brave and land of the free ». Ce qui veut dire la maison du courage et le pays de la liberté. Mais arrivons enfin à Las Vegas. Le coffre de la voiture ressemblait à un labo ambulant de la brigade des stupes. Nous avions 2 sacoches d'herbe, 75 pastilles de mescaline, 5 feuilles d'acide buvard carabiné, une demi-salière de cocaïne et une galaxie complète et multicolore de remontants, tranquillisants, hurlants, désopilants. Sans oublier 1 litre de tequila, 1 litre de rhum, un carton de Budweiser, un demi-litre d'éther pur et 2 douzaines d'ampoules de nitrite d'amyle. La seule chose qui m'inquiétait vraiment, c'était l'éther. Il n'est rien au monde de plus désemparé et de plus irresponsable et de plus dépravé qu'un homme qui est dans l'éther jusqu'aux mirettes. Or, je me doutais bien qu'on ne tarderait pas à passer à cette saleté. Dès la prochaine station-service, probablement. Dans le livre, Raoul Duke et Thompson et le Dr Gonzo, c'est Acosta. Alors l'article pour Sport Illustrated ne sera jamais publié, mais c'est Rolling Stone qui s'attachera à republier le livre. Alors qu'est-ce que ça veut dire Rolling Stone? Rolling Stone, c'est évidemment le groupe mythique de rock and roll anglais, mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire Rolling Stone? Rolling Stone, ça veut dire la pierre qui roule. Mais si on s'attache à l'argot de l'époque, Stone, ça veut dire défoncer, ça veut dire high, ça veut dire être dans une réalité parallèle à celle du commun des mortels, et c'est exactement l'état dans lequel se trouvent Raoul Duke et le Dr Gonzo quand ils arrivent sur Las Vegas. Page 19. « Nous sommes tes amis, s'écria mon avocat, on n'est pas pareil que les autres. Oh Seigneur, pensais-je, ça y est, il débloque. Je ne veux plus rien entendre de la sorte, coupai-je sèchement. Sans ça, je te colle les sangsues. Il me fit une grimace qui pouvait laisser croire qu'il avait compris. Heureusement, il y avait dans la bagnole un bouquin de tous les diables. Entre le vent et la radio et le magnéto, le petit gars à l'arrière aurait été bien en peine de saisir une seule parole. Oui, parce qu'ils ont ramassé un autostoppeur, ça peut quand même le dire, oui. Ouais. Et s'il entendait? Combien de temps pouvons-nous tenir, me demandai-je. Combien de temps avant que l'un de nous deux se mette à baragouiner et à divaguer devant ce jeune gars? Que penserait-il alors? C'est dans ce même désert abandonné que la famille Manson avait établi sa dernière résidence connue. Va-t-il avoir la sinistre idée de faire le rapport quand mon avocat va commencer à hurler qu'il voit des chauves-souris et de gigantesques Raymontas foncer droit sur la voiture? Si oui, il ne nous restera plus qu'à lui couper le sifflet et à l'enterrer quelque part. Parce qu'il va sans dire que nous ne pourrons plus le laisser filer. Il irait immédiatement nous dénoncer à je ne sais quelle organisation nazie des familles pour l'application de la loi qui nous traquerait comme des chiens enragés. La question suivante serait mais pourquoi? Pourquoi toute cette drogue? Pourquoi Alors, je crois que j'ai déjà répondu. Le rêve américain. Alors,
À ce moment-là, en 70, il y a cette immense tristesse à la suite des années 60, où tous les espoirs semblent s'être volatilisés. Ceux créés par la Beat Generation, mais aussi par les mouvements sociaux, Martin Luther King, les Black Panthers, l'American Indian Movement, l'Asian American Movement, les Brown Berets, les mouvements pacifistes contre la guerre du Vietnam, et surtout l'assassinat de Kennedy et l'arrivée au pouvoir de Nixon. Être à San Francisco au milieu des années 60 était une expérience extraordinairement spéciale. Peut-être que cela voulait dire quelque chose, à long terme peut-être pas, mais aucune explication, aucun mélange de musique, de mots et de souvenirs ne peut exprimer le fait que vous étiez là, en vie, à faire partie intégrante de ce qui se déroulait dans ce petit coin du monde. Quoi que ça veuille dire, l'histoire est difficile à comprendre, à savoir ou même à découvrir, vu toutes les conneries qu'on nous a bassinées. Mais même sans être sûr de l'histoire, il semble tout à fait raisonnable de penser qu'à certains moments de l'histoire, l'énergie de toute une génération se concentre dans un faisceau dirigé sur un lieu particulier pour des raisons que personne ne comprend à l'époque et qui n'expliquent jamais, même avec les années, ce qui s'est réellement passé. Il y avait un sens commun universel que, quoi que nous fassions, nous avions raison et que nous étions en train de gagner. Cette victoire inévitable contre les forces du vieux et du mal. Pas au sens militaire, on n'avait pas besoin de ça. Notre énergie nous suffisait. Notre énergie était la seule chose dont on avait besoin. Ça n'avait aucun sens de se battre, que ce soit de notre côté ou du leur. Le timing était avec nous. Nous étions au sommet de la vague, une vague magnifique. Et maintenant, à peine 5 ans plus tard, sur une colline au nord de Vegas, on peut regarder vers l'ouest avec les yeux qu'il faut et voir exactement où cette vague s'est écrasée, puis retirée. Que ce soit pour Acosta qui rêve de justice et de liberté, ou pour Hunter qui a cherché cette liberté dans les îles des Caraïbes ou dans ses chevauchées avec les motards hors la loi, ou encore dans ses tentatives politiques, il semble que la seule issue, dès le début des années 70, se trouve dans des dimensions parallèles, accessibles à ceux qui ont assez de courage pour défier la loi en se procurant les drogues nécessaires. Ceci dit, cela n'est pas nouveau. On ne peut s'empêcher de penser au XIXe siècle, notre époque romantique avec Baudelaire et ses paradis artificiels, et même au XXe siècle, quand on parle de mescaline, on pense évidemment à Henri Michaud, ou même quand on se réfère au mouvement surréaliste, et même Boris Vian. Il s'agit bien là, partout, de réalités parallèles. Mais quand le bouquin sort en Amérique, l'Amérique n'a jamais vu ça. Les critiques sont d'abord sous le choc, condamnant la drogue et les frasques de ces deux fous hallucinés. Puis, Christophe Lehmann écrit pour le New York Times, « N'essayez pas de comprendre ce qui se passe dans ce livre. Tout le livre se résume à une prose corrosive, folle et poétique qui reprend le flambeau après le rêve américain de Norman Mailer et qui explore des régions de l'esprit où Tom Wolfe n'a jamais osé mettre les pieds. Crawford Woods écrira un peu plus tard, toujours pour le New York Times, « Ce livre est un tel ouragan de l'esprit qu'il nous faut un peu de temps pour comprendre que c'est aussi de la littérature. » Il ajoutera, en ce qui concerne Thompson, « Il croit à l'autorité de ses sens et la clarté d'un cerveau qui oscille entre brillance et épuisement. » Page 73-74. Mettez-vous devant cette machine fantastique, mon ami, et pour la modique somme de 99 cents, votre image apparaîtra sur un écran de 60 mètres de haut, en plein centre de Las Vegas. Encore 99 cents, et vous pourrez délivrer un message par la voix. Dis ce que t'as envie, mon gars, et t'entendront. T'en fais pas pour ça. Rappelle-toi que tu feras 60 mètres de haut. D'où Jésus. Me voyais allongé dans mon lit au Mint Hotel, à moitié endormi, regardant dans le vide par la fenêtre, lorsque soudain une saleté d'ivrogne nazie de 60 mètres de haut ferait son apparition sur le ciel du fond de la nuit pour hurler au monde des idioties comme « Woodstock über alles ». Il faudra fermer les doubles rideaux ce soir. Un truc comme ça, de quoi envoyer un drogué se balader sur les murs de la chambre, où il rebondirait en rond comme une balle de ping-pong. Les hallucinations sont déjà assez dures, mais au bout d'un moment, on apprend à faire face à l'apparition de sa grand-mère décédée en remontant le long de la jambe en rampant avec un couteau entre les dents. La plupart des amateurs d'acide s'en sortent très bien de ce genre de choses. Mais personne ne peut tenir l'autre tripe. La possibilité que le premier débile venu avec $1,98 en poche entre au Circus
et apparaissent soudain en plein ciel par-dessus le ciel de Las Vegas, en faisant 12 fois la taille de Dieu et hurlant ce qui lui passe par la tête. Non, ce n'est pas une ville pour les drogues psychédéliques. La réalité elle-même y est trop déformée. Alors, ce qui me paraît important là-dedans, c'est le contraste entre deux illusions. Un, l'illusion de la drogue, ce qui est clair, mais l'autre, c'est l'illusion même de l'Amérique. L'illusion de la culture américaine orchestrée par les Walt Disney, John Wayne et autres créateurs du mythe américain. La ville de Las Vegas est l'apothéose pour moi de l'artificialité de l'Amérique. Jamais une ville n'aurait dû exister dans cette partie du désert du Nevada. Il a fallu détourner des fleuves pour l'abreuver au détriment de ceux qui avaient vécu dans ces régions pendant des milliers d'années. Oui, les Indiens, les Bannock, les Shoshones et les Paiutes qui vivaient là. Ah oui, mais un bon Indien est un Indien mort, comme dirait John Wayne. Elvis qui lui répond « Vive à Las Vegas » derrière. Il a fallu créer le barrage d'Hoover pour alimenter en électricité ces conneries. Et quand on crée un barrage, on inonde, donc on détruit encore. Tous ces casinos labyrinthes conçus de la sorte pour qu'on ne trouve jamais la sortie, sans aucune fenêtre pour vous faire perdre la notion du temps, où l'on vous abreuve d'alcool gratuit de la pire qualité pour plus encore vous faire perdre pied. Bref, cet énorme piège à con. À la finale, on est en droit de se demander si les réalités parallèles créées par les drogues ne sont pas plus saines que la mystification du réel créée par la société américaine. Le fait est que la collision des deux est forcément explosive. Page 272. Je décrochais donc, c'était mon ami Bruce Innes qui a appelé du Circus. Il avait trouvé l'homme qui pouvait me vendre le singe que je cherchais. Son prix, 700 $. Mais quelle espèce de tocard avons-nous à faire, dis-je. Hier soir, c'était 400. Il prétend qu'il vient de s'apercevoir que la créature était apprivoisée, répondit Bruce. Il l'avait laissé dormir dans sa caravane hier soir, et la bête a chié dans la cabine de douche. Mais ça veut rien dire, dis-je. Les singes sont attirés par l'eau, le prochain coup, il chiera dans l'évier. Tu ferais peut-être bien de venir voir et discuter avec le gars, reprit Bruce. Il est ici au bar avec moi. Je lui ai fait savoir que tu désirais vraiment avoir ce singe à qui tu pouvais donner un vrai foyer. Je pense qu'il voudra négocier. C'est qu'il est vraiment attaché à cette créature puante qui est ici au bar avec nous et qui est assise sur son tabouret en train de baver dans son boc de bière. D'accord, dis-je. J'arrive dans 10 minutes. Faites attention que la connasse ne se saoule pas. Je veux faire sa connaissance dans son état naturel. Et voilà. Que vient faire ce primate dans l'histoire? Il semblerait qu'on ait besoin d'en revenir à la préhistoire, au tout début de l'histoire de l'homme, pour reprendre pied dans la cacophonie de ce cirque. Et le casino en question ne s'appelle-t-il pas le Circus? Page 288-289. Sinistre comme musique d'aéroport. La musique qui dit « Oui, c'est dur pour le dire, c'est dur pour dire que vous avez aimé en vain. » Ça arrive comme ça, de temps à autre, qu'il y ait des jours où tout est vain, une journée qui vaut pas tripette, du lever au coucher. Et si vous savez ce qui est bon pour vous, ces jours-là, vous vous planquez dans un coin tranquille et vous vous contentez de voir venir, et peut-être de réfléchir un petit coup. Vous vous étalez sur une vieille chaise en bois, vous baissez le store pour ne pas voir la circulation, et vous faites finement sauter la capsule de 5 ou 8 Budweiser. Vous fumez un paquet de Marlboro King, vous mangez un sandwich au beurre de cacahuète, et finalement, vers le soir, vous vous avalez une boulette de bonne mescaline, puis un peu plus tard, vous poussez jusqu'à la plage, et de brume en brisant, vous barbotez sur vos pieds engourdis de froid à une dizaine de mètres des flots, clopinant à travers les tribus d'oiseaux de mer, les picoreurs de sable, les cavaleurs, les coureurs de femelles, stupides petits oiseaux, crabes et suceurs de sel, avec ici ou là un grand pervers ou un rejeté total qui boitille à distance et se morfond tout seul derrière les dunes et les bois flottants. Prémonition. Évidemment, le rejeté total qui boitille à distance, c'est Hunter qui, à la fin de sa vie, se retrouvera plâtré des doigts de pied jusqu'à la hanche, ce qui accélérera sa déprime et le poussera à se donner la mort. 1971, à la fin de l'année, Thompson s'installe à Washington pour couvrir la campagne présidentielle de 72. Le candidat d'Hunter, c'est George McGovern, du Parti démocrate. Très vite, avec Jan Wenner, il rencontre Frank Mankiewicz, son directeur de campagne, qui dira du livre de Thompson qu'il est le récit le moins factuel
et le plus précis des élections de 72. The least factual and the most accurate. Ces écrits de campagne seront rassemblés en forme de nouvelles sur le titre Fear and Loathing, encore une fois peur et dégoût sur la campagne présidentielle. Hunter sera le seul et unique journaliste à passer une demi-heure en tête-à-tête avec Nixon, parce que Nixon, fatigué, avait une demi-heure de trajet dans sa limousine, il avait envie de parler football. Hunter, étant le journaliste le plus qualifié en la matière, se retrouva face à face avec celui qu'il détestait, mais dans son immense honnêteté, il avouera que Nixon était un véritable connaisseur en matière de football américain, et il apprécia cette demi-heure passée en sa compagnie à parler de leur sport favori. Ce qui ne l'empêchera pas d'écrire en 1994, à la mort du président, « Richard Nixon est parti maintenant et j'en suis appauvri. C'était un vrai dur, un monstre de la politique sorti tout droit d'un roman d'épouvante et un ennemi extrêmement dangereux. Il pouvait vous serrer la main tout en vous poignardant dans le dos. Il mentait à ses amis et trahissait la confiance qu'avait en lui sa famille. Même le président Gerald Ford, qui lui avait offert son pardon et permis d'échapper à la prison, n'en était à l'abri. Ford, qui croyait avec conviction à l'enfer et au paradis, a dit à plusieurs reprises à ses partenaires de golf célèbres « Je sais que je finirai en enfer parce que j'ai pardonné à Richard Nixon. » Dans le même livre, Hunter a le bon goût de citer une partie du discours de Tatanka Iyotake. Tatanka Iyotake, pour nous, c'est Sitting Bull, qu'il donna à la conférence de Powder River en 1877. Alors là, c'est Sitting Bull qui parle, c'est plus Hunter. Et Sitting Bull dit « Entends-moi, peuple, nous sommes maintenant confrontés à une nouvelle race. Ils étaient petits et faibles quand nos anciens les virent pour la première fois, mais maintenant, ils sont forts et imposants. Étrangement, ils ont dans leur esprit la volonté de creuser le sol, et l'amour de posséder est une maladie chez eux. Ces gens ont créé beaucoup de lois et de règles. Les riches peuvent les briser, mais les pauvres ne le peuvent pas. Ils prennent leur dîme sur le dos des pauvres et des faibles pour engraisser les riches et ceux qui sont au pouvoir. En 72, Maurice Dixon dira sur le travail d'Hunter pendant la campagne « Ce n'était pas du journalisme, mais l'opinion d'Hunter sur le monde qui l'entourait. C'est ce qui le rendait si intéressant et si différent. Cela exigeait qu'il soit dans ce qu'il écrivait, et il se dépeignait toujours de plus en plus fêlé. Tout, même les événements les plus normaux, avaient on sait trop comment un arrière-plan impossible à croire, exagéré, plus grand que nature. Bien entendu, cela voulait dire qu'il devait être tout cela à la fois. » Plus loin, Dixon ajoute, Hunter Thompson apprit à imiter dans sa prose l'effet explosif des drogues sur l'esprit. En 72, il affronta les tabous du journalisme politique, notant les moindres détails d'une campagne présidentielle avec une incrédulité et un mépris que d'autres journalistes devaient ressentir, mais qu'il censurait. Hunter ne censure pas. Il en résulta une compréhension directe et sans inhibition qui montrait la pusillanimité et les clichés dominant le secteur. Mais en pleine forme, Thompson faisait étalage de l'un des rares styles originaux de ces dernières années, un style reposant de manière presque délirante sur l'insulte, les vitupérations et un flot d'invention à un degré sans précédent depuis Céline. Et là, on va arriver en 74. Malheureusement, en 74, la drogue de prédilection du docteur Thompson devient la cocaïne et ne le quittera pas jusqu'à la fin. Les conséquences sont désastreuses. Il ne sera plus capable d'écrire un livre, à une exception près, et encore. Cette même année, il part à Kinshasa pour couvrir le combat entre Mohamed Ali et George Foreman, mais il n'écrira pas une ligne. Le soir du combat, il n'assiste même pas au combat, il est dans la piscine de l'hôtel Intercontinental, et puis à son retour de Kinshasa, il est devenu un personnage de bande dessinée, qui est grosso modo un journaliste qui dit n'importe quoi sous l'emprise de la drogue. Hunter est foudrage. Ce personnage de bande dessinée qui passe sur le Washington Post, sur la fin des grands journaux américains comme ça, le rend extrêmement célèbre de gens qui n'ont même pas lu ses livres.
Donc quand les gens le voient dans la rue, ils rigolent, ils disent « Ah, c'est encore le Duke, machin, c'est ça », et puis c'est pas lui en fait. Donc il tombe dans le piège de la célébrité, grosso modo. Il ne peut pas marcher nulle part sans que quelqu'un croie le connaître, sans vraiment le connaître. Il agresse. En 1975, Hunter va partir à Saigon. Ce qui l'intéresse, c'est donc c'est la prise de Saigon, et ce qui l'intéresse, c'est donc c'est la fin de cette guerre, de couvrir la fin de cette guerre, parce que ce pays avait été divisé donc, par la conférence de Genève en 1954. Et ce qui intéresse Hunter, c'est la réunification d'un pays. Et puis c'est aussi, encore une fois, de décrire une guerre qui a tué plus de 58 000 soldats américains, qui en a handicapé à vie 150 000 pour rien. Donc la connerie de la guerre encore. En 1976, il sera aux côtés de Jimmy Carter. Jimmy Carter l'avait séduit 2 ans auparavant. Jimmy Carter était donc un propriétaire terrien et faisait des plantations de cacahuètes, mais Jimmy Carter était aussi physicien. Donc c'est marrant de voir que son copain d'Aspen, à qui il achète le terrain, est un physicien, qui rencontre encore Carter, qui lui aussi est physicien de formation. Et Carter l'avait séduit dans un discours qui a eu lieu en 1974 à la fac de droit d'Atlanta en Géorgie, où Carter citait une chanson de Bob Dylan qui s'appelait « I ain't gonna work on Maggie's farm no more ». Je ne travaillerai plus jamais sur la ferme de Maggie. Et Bob Dylan raconte dans cette chanson les comportements abusifs entre les agriculteurs et les ouvriers agricoles. Et donc, ce que voit Hunter, c'est qu'il voit que Carter a les 2 perspectives et que Carter veut changer certaines choses. Donc c'est pour ça qu'il se met à ses côtés. En 1977, Hunter écrit « Celui qui se transforme en bête se délivre de la souffrance d'être un homme ». Et il ne se passe pas grand-chose à cette époque, si ce n'est qu'il écrit un article sur son ami donc Oscar Acosta, qui était avec lui à Las Vegas. Et l'article s'intitule, encore une fois, « Peur et dégoût dans le cimetière des gens bizarres ». Il écrira sur son ami Acosta « Un homme avec un goût immodéré pour la vérité ne doit s'attendre à aucune pitié et doit lui-même être sans pitié. » Avant de venir aux États-Unis, Oscar avait été missionnaire pour une église baptiste dans une colonie pour lépreux du Panama. Il était aussi surnommé le Bison Brun. Il avait publié en 1972 l'autobiographie du Bison Brun. En 1978, sa femme et son fils le quittent. Tout ça, c'est encore dû à la cocaïne. Mais il va faire... Alors, il avait raté le match de boxe Foreman Ali, mais là, en 1978, il va rencontrer Ali. Et il y a une interview d'Ali qui est magnifique. Et c'était l'époque où Ali disait « Ma façon de plaisanter, c'est de dire la vérité ». Donc Mohamed Ali, comme Bruce Lee, sont aussi des figures de la contre-culture. Mohamed Ali avait refusé d'aller au Vietnam. Il avait été en prison, il avait perdu sa ceinture de champion du monde. Il avait dit « Ces gens-là m'ont jamais traité de nègre, j'ai rien à faire à aller tuer des gens à 10 000 km de chez moi ». Et... donc l'interview est fameuse, on parle même de Stevenson qui est un boxeur cubain à qui on voulait toujours faire rencontrer Ali, et Stevenson avait dit « Qu'est-ce que c'est 8 millions de dollars en comparaison de l'amour de 8 millions de Cubains ?» Et donc Stevenson voulait rester un boxeur amateur, il voulait rester cubain, il n'a jamais boxé Ali. En 1979, donc, il y a la publication du Dernier Tango de Las Vegas, qui est un recueil d'interviews comme ça, où l'interview d'Ali est dedans d'ailleurs. À cette époque-là, Thompson va trouver refuge de cette célébrité avec laquelle il a beaucoup de mal à gérer, du côté de Key West. Donc Key West, c'est le point le plus au sud des États-Unis, c'est le point le plus au sud de la Floride, et c'est aussi un endroit mythique d'Hemingway, donc avec le fantôme d'Hemingway sur Key West. C'est un peu là où les machos littéraires se retrouvent, avec Jim Harrison, Thomas McGuane, Philippe Caputo, Shel Silverstein. Mais alors c'est bizarre, hein, parce que on dit que c'est un refuge des machos de la littérature, mais c'est aussi un endroit de prédilection de Tennessee Williams et de Truman Capote, qui sont eux donc des dramaturges qui sont connus pour leur homosexualité. Donc c'est un drôle de mélange qui se passe comme ça du côté de Key West.
Et il rencontre aussi Russell Chatham. En fait, il va pêcher, il va à la pêche avec Jim Harrison, et puis il rencontre le peintre Chatham qui dira de lui, c'était quelqu'un de beaucoup plus profond, de beaucoup plus sérieux, que le grand public ne le soupçonne aujourd'hui encore. Je crois que quiconque le connaissait ou avait pris la peine de le connaître s'en était rendu compte. Mais pour le grand public, c'était une sorte de chien fou qui buvait et se défonçait beaucoup. Ce qui est vrai, mais fondamentalement, c'était quelqu'un de très sérieux. En 1980, on a la sortie d'un premier film inspiré des œuvres de Thompson qui s'appelle Where the Buffalo Roams. Et puis Paul Perry, le rédacteur en chef du magazine Running, donc Courir, lui propose de couvrir le marathon d'Hawaï. Le marathon d'Hawaï qui a lieu à Noël. Au début, il hésite un peu tout ça, mais finalement, il dit c'est un bon moyen. Il n'a pas trop d'argent. Il dit c'est un bon moyen de passer des vacances à l'œil. Donc il parle, il invite son copain Ralph Steadman, l'illustrateur, et ils partent tous les deux là-bas. On dit que le jogging était devenu le sport favori des anciens progressistes des années 60 et 70. Et Hunter pensait retrouver des copains en allant couvrant ça, mais en fait ça va tourner au désastre. Il n'y avait plus là que les restes sans humour de ceux avec qui il avait marché côte à côte 20 ans plus tôt. C'étaient d'autres gens. Maintenant, il courait. Il fuyait une réalité avec laquelle il ne voulait plus se confronter, se confortant dans un corps sain et une vie confortable, comme leurs discussions, leurs femmes et leurs bagnoles. Alors ça c'est moi qui le dis, c'est pas Thompson. Thompson s'est arrêté à d'autres gens. Et puis après ça reprend bizarre spectacle de deux générations d'activistes politiques et d'anarchistes sociaux se transformant enfin 20 ans après en coureurs. Alors Ralph et Hunter ont passé le temps à harceler les coureurs, on les traitant de tous les noms, genre t'arriveras jamais gros porc, vas-y tu veux pas une bière, attends, vas-y fume quelque chose, etc. Mais surprise, l'article qui paraît en 81 dans le magazine Running sous le titre « La charge de la brigade bizarre », l'article est bon. L'article est tellement bon que ça rend jaloux Yann Wenner de Rolling Stone. Yann Wenner qui avait laissé tomber, j'ai oublié de le raconter, mais quand Thompson arrive au Vietnam, sa carte de crédit est annulée. Sa carte de crédit de son business est annulée. Ça veut dire grosso modo qu'il est sur le point de se faire virer de Rolling Stone. Et en plus, ce que Thompson ne sait pas, c'est que Wenner, donc le rédacteur en chef de Rolling Stone, a pris une assurance vie énorme sur Thompson quand il part au Vietnam. En fait, le rédacteur en chef de Rolling Stone pense que Thompson a 95% de chance de ne pas revenir du Vietnam, et il prend une assurance vie pour toucher le gros lot sur la mort de Thompson. Ça, c'est l'américain. Donc Yann Wenner, là, quand il voit l'article dans Running en 81, il s'arrache un peu les cheveux, parce que non seulement il est revenu du Vietnam, mais en plus il écrit un article, et en plus l'article est bon. Il est tellement bon qu'il y a pas mal de rédacteurs en chef, etc., qui essayent de contacter Thompson à travers Paul Perry, à travers le rédacteur en chef du journal de course. En fait, Rinsler, donc qui travaille pour Bantam, qui lui offre un contrat pour écrire un livre. Le livre, c'est une grosse galère pour Hunter. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, avec la drogue et tout ça et tous ces trucs, il écrit encore des très bons passages, à droite, à gauche, mais il n'arrive pas à les relier ensemble. Donc il est capable d'écrire 20 pages ou 10 pages ou 15 pages terribles, et en fait ça va se finir que Rinsler, au bout de 3 ans, il va débarquer à Old Farm, donc chez Hunter, dans le Colorado. Il va attendre que Hunter s'endorme, ce qui n'est pas facile, parce que justement Hunter ne dort pas beaucoup, et au moment où Hunter s'endort, il va attraper tout ce qu'il trouve, les mots écrits sur les serviettes, etc. Il va ramener tout ça à New York, et c'est lui qui va composer ce livre-là. C'est pour ça que donc le dernier livre de Thompson, en fait, s'appelle « La malédiction de Lono ». Donc c'est un livre sur le marathon d'Honolulu, où Hunter mélange la mythologie hawaïenne. Lono, c'est le dieu de la fertilité, le dieu de la musique à Hawaï. La musique est extrêmement importante à Hawaï. Les gens à Hawaï jouent de la musique avant de savoir lire.
Il n'y a pas un endroit à Hawaï où les gens ne jouent pas de musique. Les illustrations de Ralph Steadman l'aidaient à écrire, c'est-à-dire qu'à des moments, et puis il était jaloux de Ralph, parce que c'est tellement beaucoup plus facile pour Ralph de dessiner quelque chose que pour lui d'écrire 10 pages, 20 pages, 30 pages, 100 pages, 150 pages. Mais en fait, il s'accroche aux illustrations de son ami pour écrire ce bouquin qui s'appellera donc... alors en français, ça s'appelle peut-être le Marathon d'Honolulu ou La Malédiction de l'Ono, et c'est sorti en 1983. Donc après, en fait, Wener le raccroche pour Rolling Stone pour aller couvrir le procès des Pulitzer. Alors les Pulitzer en question, c'est Herbert Pulitzer et Roxane Pulitzer. L'article paraîtra sous le titre « L'amour sur le Palm Beach Express ». Donc ça se passe en Floride. Yann Wener est encore une fois très, très content de l'article. C'est-à-dire que Hunter est capable d'écrire un article, il est capable d'écrire 1000 mots, 2000 mots, 3000 mots, et d'avoir cette verve, d'avoir ce jus qu'il a, mais il n'est plus capable d'écrire le livre à cause de la cocaïne. Et Yann Wener déclara que l'article était brillant. Hunter fustigeait la dégénérescence épique de la bonne société de Palm Beach comme une valkyrie morale, annonçant à grands cris une apocalypse et un jugement dernier tout proche. Il faut savoir que donc, la cocaïne dans les années 80, ça ravage tout. Ce couple, le couple des Pulitzer, leur budget de cocaïne pour une année approchait la moitié du $1 000 000, $500 000 par an en cocaïne. En 1984, Hunter rencontre les frères Mitchell à San Francisco. Les frères Mitchell sont les propriétaires de l'O'Farrell Theater. Hunter appelle ça le Carnegie Hall du sexe public en Amérique. Et il va en devenir le manager de nuit. Et il dira « Seul un monstre de la passion aurait pu résister à ce genre de tentation massive. Et certains soirs, je fus bien près d'y céder. » Mais Hunter a ce truc-là. Vis-à-vis des femmes, il a toujours ce côté gentleman sudiste. Il a toujours un respect extraordinaire des femmes. Et donc là, il travaille dans un sex shop, grosso modo. Et les filles sont folles de lui parce qu'elles le connaissent évidemment comme écrivain. Mais il reste sur la touche. Il ne profite pas de sa position en tant que manager, etc. pour quoi que ce soit. Et après, il y a Playboy qui va venir pour essayer de lui faire écrire un article sur le sexe. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Hunter Thompson, il vend. Dès qu'il y a Hunter Thompson sur la couverture de Playboy ou ceci, ou Rolling Stone, etc., les gens achètent. Ils en veulent parce que c'est le style de Thompson, son style au vitriol comme ça. Les jeunes adorent ça, ils veulent ça. Donc Thompson vend. Le problème, c'est que justement, il n'arrive pas à écrire de bouquins parce qu'il est trop dans la gamme. Donc, quand il travaille au sex shop des frères Mitchell, Playboy vient essayer de lui faire écrire un article sur le sexe, mais il ne veut pas parler de ça. En fait, Thompson veut parler de la pornographie féministe. Parce que le féminisme, ça fait aussi partie de la contre-culture. Et puis après, il va vendre le projet d'un bouquin. Alors ce qu'il fait, il est quand même assez fort. Il ne vend pas de bouquin, il vend les projets de bouquins. Il vend un projet de bouquin qui s'appelle The Night Manager. Et il dit qu'il ne parlerait pas que de sexe, mais aussi des nouveaux croisés de la morale et de la dangereuse indifférence au premier amendement de la Constitution qu'il discernait chez Ronald Reagan et son ministre de la Justice, Ed Mess. Alors, le premier amendement de la Constitution américaine, c'est la liberté de parole, la liberté de la presse et la liberté de se rassembler de façon pacifique. Et Hunter écrit « La liberté meurt si on ne s'en sert pas. Freedom is something that dies unless it's used. » En 1986, ça marque aussi la fin de CBS. Donc CBS était vu comme le champion des journaux télévisés aux États-Unis et ils se font racheter par des gros groupes financiers. En 85, les profits de CBS étaient de 240 millions de dollars. En 86, ils sont tombés à 27,4 millions de dollars. Et là, je crois que c'est quelque part la fin de Thompson. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, toute cette énergie, tout ce truc-là, c'était pour remuer les choses, pour faire d'avancer les choses. Et là, l'épisode de CBS comme ça, qui se fait racheter par les gros groupes, il n'y croit plus. Il appelle Ted Turner, qui est à la tête de CNN. Ted Turner lui raconte des histoires vaseuses que le public ne veut pas des news. Et en fait, je crois que ça l'achève, quelque part, un peu Thompson. Je dis, il ne croit plus à un quelconque changement possible ou une évolution, quelle qu'elle soit, pour la société américaine, bouffée par la notion de profit. Il n'y a plus de passion. Hunter use son nom pour faire du pognon.
tout en tentant de s'amuser comme il peut avec ses copains, ses flingues et ses motos. Il sombre dans une sorte de vanité désabusée. De 86 jusqu'à 97, il vide ses publications. Alors en 87, Las Vegas Parano est publié en Espagne, en Allemagne. 88, Generation of Swine est publié. Las Vegas Parano est en France. En 89, il reçoit un prix, le Literary Lion, par la New York Library, donc la bibliothèque de New York. Il va y avoir la publication des nouveaux commentaires sur la mort du rêve américain en 89. En 90, il y a une histoire de procès avec une gonzesse qui vient le voir à Aspen, mais ça s'étouffe en 99 jours. En 91, il signe un autre contrat sur Polo is my life, donc il y aura certains articles, mais il n'y aura pas de bouquin. En 92, c'est Clinton qui se présente aux élections, il prend Hunter comme conseiller officieux. En 94, la publication de Better Than Sex, Confession of a Political Junkie, c'est encore des articles sur la politique. En 96, Louisville, donc sa ville natale, lui rend hommage. En 97, publication du premier volume de sa correspondance, ça j'en ai pas parlé beaucoup, mais la première correspondance qui s'appelle The Proud Highway. En fait, il y a eu 2 tomes pour la publication de sa correspondance, mais Robert Laffont a rassemblé les 2 tomes en 1 tome pour la France. Puis en 98, sa mère meurt, le 20 mars. C'est là où on publie Rome Express, c'est-à-dire que Rome Express, qui est son premier bouquin, qu'il écrit en 60-61, est publié seulement en 98. Et puis en 98, il y a la sortie du film Las Vegas Parano, mise en scène par Terry Gilliam avec Johnny Depp et Benicio del Toro. En 99, nouvelle publication de Hells Angels et Las Vegas Parano. En 2000, la publication de Screwjack qui est là sur la table, qui est un tout petit bouquin de 3 nouvelles que moi j'appelle une arnaque littéraire. J'ai rien trouvé d'intéressant là-dedans. Je dis de Screwjack, il est écrit en gros caractères, avec de gros espaces entre les lignes. En 2003, il y a une stagiaire, il y avait une stagiaire, il y a toujours des stagiaires qui viennent chez lui. Alors, il y en a une qui s'appelle Anita Bejmouk, qui vient, qui reste, qui le supporte un petit peu, parce que, Leila, sa deuxième copine, elle l'a quitté. Elle a déclaré en le quittant que c'est beaucoup plus facile d'aimer Hunter Thompson que de vivre avec lui. Donc en 2003, il se marie avec une nouvelle stagiaire qui passe par là. Il se marie? Oui, il se marie avec elle. Et en 2005, le 20 février, Hunter se donne la mort à Woody Creek en présence de son fils Juan, sa belle-fille Jennifer et son petit-fils Will. Ce que je vous lis là, c'est son fils qui l'a écrit dans le bouquin qui est sur les tables qui s'appelle Fils de Gonzo. Voilà. Ce dimanche fut une belle journée d'hiver. La neige d'une bonne épaisseur était éblouissante et le ciel d'un bleu très pur. Jennifer et Will en ont profité pour aller faire de la luge. Vers 15h, Jen et Will sont rentrés à la maison tout rouges et heureux. J'ai quitté Hunter quelques instants. Jennifer et Will sont allés dans le jacuzzi de la pièce de derrière pour se réchauffer. Hunter lisait le journal en regardant la télé et j'ai pris en photo la mosaïque Gonzo que Jennifer avait assemblée l'année dernière pour Hunter. Nous n'étions que tous les 4, dans le calme et l'intimité, à partager la paix chaleureuse et insulaire de la maison. J'ai emporté la mosaïque dans le bureau afin d'avoir une meilleure lumière pour mes photos. C'est alors que j'ai entendu un cri bizarre et une détonation. Sur le coup, je n'en ai rien pensé. Hunter était célèbre pour ses gueulantes, et le bruit sourd était certainement celui d'un livre qu'il avait fait tomber ou lancer. J'ai pris la mosaïque en photo et je suis sorti du bureau pour la remettre à sa place dans la salle de séjour. J'ai jeté un coup d'œil à Hunter sur son siège et j'ai vu qu'il avait la tête penchée en avant, le menton sur la poitrine. J'ai d'abord pensé qu'il s'était assoupi. J'ai prononcé son nom, puis j'ai pris peur, craignant qu'il n'ait eu une attaque. Il en avait eu déjà plusieurs ces 5 dernières années, un symptôme relativement classique chez les alcooliques de longue date. Je me suis approché de lui, la mosaïque toujours à la main. Je ne sais pas exactement, dans ce que j'ai vu, ce qui m'a fait comprendre qu'il était mort. Il n'y avait pas de sang, à l'exception d'un tout petit filet qui s'écoulait de sa bouche. J'ai eu soudain très froid, et je me suis mis à trembler. Je me suis précipité dans la salle de séjour pour aller chercher Jennifer. Tout en courant, je me suis dit que quelque chose du genre « ça y est, c'est finalement arrivé. Ça fait des années que j'attends et redoute ce jour, et là, ça vient de se produire. » Alors,
Ce qui est intéressant pour moi dans la description du fils sur la mort de son père, c'est la minutie avec laquelle Hunter avait préparé sa mort. Il ne s'était pas fait exploser la cervelle sur les murs de la salle de séjour, transformant celle-ci en un bain de sang. Non. Il voulait mourir auprès de celui qu'il aimait le plus au monde, son fils Juan. Il avait beaucoup d'affection et d'amour pour Jennifer et son petit-fils Will. Il voulait mourir dans ce cercle d'amour. Mourir vite et proprement. Il voulait que l'amour l'emporte sur son dégoût du monde. Il ne voulait pas mourir seul dans son dégoût de lui-même. Il avait tout tenté pour créer un monde meilleur, et il avait échoué. Le monde ne faisait qu'empirer. Comment créer un monde meilleur si ce n'est pas avec la politique? Dès le tout début des années 70, il s'était engagé pour préserver son sanctuaire de Woody Creek contre la gentrification d'Aspen par les super riches et les compagnies minières, puis contre Nixon, qui représentait la guerre et le fascisme. Mais en 2004, il écrivait « Nixon était un professionnel de la politique. Je méprise absolument tout ce qu'il pouvait représenter, mais s'il se présentait aujourd'hui dans la campagne présidentielle contre ce gang du diable qui est Bush-Cheney, c'est avec joie que je voterai pour lui. » 2006, sortie du documentaire Buy the Ticket, Take the Ride. 2008, sortie du documentaire The Life and Work of Dr. S. Thompson. 2011, sortie du film Rome Express. Je vais conclure par une autre citation d'Henry Miller, en espérant que ces deux héros de la littérature américaine, se sont retrouvés sous des cieux plus cléments. Donc c'est Henry Miller cette fois. J'ai le malheur d'avoir été nourri par les rêves de grands Américains, les poètes et les visionnaires. Une autre race d'hommes l'a emporté. Ce monde en formation me remplit d'épouvante. Las Vegas Parano, le livre préféré d'Hunter, s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. J'espère que ça va être trop long pour vous, mais c'est complètement bouleversant.